Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on fait un grand saut dans le passé. On part au Moyen Âge, entre le XIe et le XVe siècle. Oubliez les grandes villes modernes, à cette époque, la quasi-totalité de la population, environ 9 personnes sur 10, vit à la campagne. Et toute cette vie est organisée autour de ce qu'on appelle l'ordre seigneurial. C'est ce qu'on va explorer ensemble. Alors voilà la grande question qui va nous guider. Comment est-ce qu'une toute petite partie de la population, les seigneurs, a réussi à diriger et à contrôler des millions de paysans? C'est un peu l'énigme qu'on va tenter de résoudre aujourd'hui. Pour bien comprendre, regardons ce village, Bram. C'est une photo aérienne, mais on voit très bien la forme. Tout s'organise en cercle autour d'un point central, qui est l'église. Et bien voilà, ça, c'est l'image parfaite d'une seigneurie. C'est un territoire où toute la vie des gens tourne autour de deux pouvoirs, celui du seigneur et celui de l'église. Voici notre plan de route pour y voir plus clair. D'abord, on va se demander qui sont ces fameux seigneurs. Ensuite, on plongera dans le quotidien des paysans. Puis on verra le rôle hyper important de l'église. Et enfin, comment tout ça a littéralement changé la forme des paysages. Allez, c'est parti. Ok, on attaque par le haut de la pyramide. Dans une seigneurie, qui a vraiment le pouvoir? On va voir qu'il n'y a pas qu'une seule réponse. En fait, le pouvoir a deux visages. D'un côté, il y a ceux qui combattent, les seigneurs laïcs, les chevaliers. Leur boulot, c'est de protéger le territoire et de faire la guerre. De l'autre côté, il y a ceux qui prient, les seigneurs ecclésiastiques, comme les abbés dans leurs grandes abbayes. Eux, ils s'occupent du salut des âmes. Mais attention, ils sont aussi de très grands propriétaires terriens. Retenez bien ce mot, il est crucial, la seigneurie. Ce n'est pas juste un morceau de terre sur une carte, c'est bien plus que ça. C'est un système où le seigneur ne possède pas seulement les champs et les forêts, il a aussi le droit de commander, de rendre la justice et de prélever des impôts sur tous les gens qui vivent là. Très bien. Mais alors, pour les 90% de la population qui ne sont ni des guerriers ni des hommes d'église, comment ça se passe? Eh bien, leur vie est rythmée par le travail et par une montagne d'obligations. La vie d'un paysan, c'est une succession de devoirs. Il doit payer le cens, une sorte de loyer pour la terre qu'il cultive. Il doit faire la corvée, c'est-à-dire travailler gratuitement sur les terres du seigneur. Il doit payer la taille, un impôt en échange de la protection. Et même pour cuire son pain ou presser son raisin, il doit obligatoirement utiliser le four ou le pressoir du seigneur, et payer pour ça. Ce calendrier agricole, c'est génial. Ça nous montre que le travail ne s'arrête jamais. Chaque mois, ça tâche. Les foins en juin, la moisson en août, les vendanges en septembre, on tue le cochon en décembre. Le temps n'est pas du tout rythmé comme aujourd'hui, mais par le cycle des saisons et bien sûr par les besoins du seigneur. Parmi toutes les obligations, la corvée est peut-être la plus symbolique. Il faut imaginer devoir laisser ses propres champs, sa propre récolte, pour aller travailler gratuitement sur ceux du seigneur, plusieurs jours dans l'année. C'est vraiment la base de l'enrichissement des seigneurs. Mais le seigneur n'est pas le seul maître du jeu. Un autre pouvoir absolument immense structure la vie de tout le monde, l'Église. À une époque où la plupart des gens ne savent ni lire ni écrire, l'Église elle-même est un outil d'enseignement. Regardez cette sculpture au-dessus de la porte. Pour les paysans, c'était un peu comme une bande dessinée géante en pierre qui raconte les histoires et les croyances les plus importantes. Ici, le message est on ne peut plus clair. D'un côté, le paradis, avec les gens sages et bien rangés. De l'autre, c'est l'enfer, le chaos, les démons, la torture. C'est une façon très visuelle et très efficace de rappeler à tout le monde qu'il faut bien se comporter et suivre les règles de l'Église si on veut sauver son âme. Ça fait réfléchir. Et ce pouvoir sur les esprits s'accompagne d'un pouvoir très matériel. L'Église aussi prélève un impôt, la dîme. En théorie, c'est un dixième de toutes les récoltes, qui doit être donné à l'Église chaque année. C'est énorme. Maintenant, on va prendre un peu de hauteur. On va zoomer en arrière pour voir comment toute cette organisation de la société a eu un impact direct et massif sur les paysages de l'Europe. Observez bien ces deux cartes. À gauche, au XIe siècle, l'Europe est couverte de forêts. À droite, 3 siècles plus tard, regardez comme la forêt a reculé. C'est ce qu'on appelle la grande période des défrichements. On a coupé des arbres massivement pour gagner de nouvelles terres à cultiver. Ce mot, le défrichement, il est clé. C'est vraiment l'action de transformer un espace sauvage, une forêt ou un marécage, en un champ prêt à être cultivé. Et c'était vital pour une raison bien précise. C'est que la population augmentait. Regardez ce graphique, c'est spectaculaire. En 300 ans, la population européenne passe de 42 à 73 millions d'habitants. Elle a presque doublé. La logique est simple, plus de terres cultivées, ça veut dire plus de nourriture, et donc on peut nourrir plus de monde. C'est un vrai boom démographique. Bon, on a vu les seigneurs, les paysans, l'église, les paysages. Il est temps de rassembler toutes les pièces du puzzle pour avoir une vision globale de cet ordre seigneurial.
Ce schéma résume tout parfaitement. Au centre, on a les paysans qui travaillent la terre. Et au-dessus d'eux, ils sont dominés par deux grands pouvoirs. Les seigneurs qui possèdent la terre et rendent la justice, et l'Église qui guide les âmes mais qui est aussi un très riche seigneur. Tout le système repose sur eux. Allez, dernière étape, on va synthétiser ce qu'il faut absolument avoir en tête, c'est la boîte à outils pour bien comprendre et pour préparer une évaluation. Côté date, il faut surtout retenir deux grandes phases. Une très longue période, de la fin du Xe au début du XIVe siècle, qui est une période de croissance, de défrichement. Et puis une rupture brutale à partir de 1348, avec l'arrivée de la terrible épidémie de peste noire, qui va tout changer. Seigneurie, corvée, dîme, défrichement, voilà les 4 mots-clés du chapitre. Si on sait définir ces 4 termes, on a déjà compris l'essentiel du fonctionnement de la société médiévale dans les campagnes. Alors, pour répondre à notre question de départ, comment les seigneurs dominent-ils les campagnes? Eh bien, ils les dominent grâce à leur contrôle sur la terre, en imposant des taxes et du travail forcé, en exerçant la justice, et tout ça avec l'appui idéologique et économique de l'Église. C'est un système complet et très puissant qui a façonné l'Europe pendant des centaines d'années.